Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Olivier Dorgan, avocat associé au cabinet Ashurst, spécialiste des sanctions internationales. Bonjour Olivier Dorgan. Bonjour. Là, on assiste quand même à des sanctions contre la Russie économique qui sont inédites dans l'histoire, non ? Ce sont effectivement des sanctions sans précédent pour deux raisons. De par leur ampleur, elles touchent des secteurs d'activité très larges et elles sont très fines dans leur structuration. Et ça touche un pays qui est un partenaire économique majeur de l'Occident, grande puissance économique, ancien membre du G20. Et donc ça, c'est une situation qui est complètement inédite aujourd'hui. On rappelle quand même la légitimité en droit international de ces sanctions, parce qu'elles sont appliquées essentiellement par l'Europe et les États-Unis, on est d'accord. Alors ce sont effectivement des sanctions occidentales qui sont prises par ces pays de manière unilatérale au titre de leur politique internationale. Mais des sanctions économiques peuvent être, ce qui n'est pas le cas ici, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie faisant partie étant membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, il était évident qu'elle n'adopterait pas des sanctions à son encontre. Et ces sanctions-là sont plus légitimes parce qu'elles émanent d'une organisation internationale, ce qui n'est pas le cas ici. Pourtant, on sent quand même la tentative de la part de Washington et de Bruxelles d'imposer ces sanctions à d'autres pays qui n'ont pas forcément condamné à l'ONU l'agression russe contre l'Ukraine. Donc comment on fait quand on veut imposer ces sanctions à d'autres pays comme la Chine ou l'Inde ? On rentre dans ce que les États-Unis et l'Union européenne pratiquent depuis un certain temps maintenant, l'extraterritorialité du droit. On va, notamment les Américains sont très forts en la matière, on va adopter des normes qui s'imposent au-delà des frontières et qui, de manière assez simple, imposent aux pays qui sont visés, aux acteurs économiques visés, de choisir entre l'accès au marché américain ou le respect des sanctions et des normes telles qu'adoptées par les États-Unis. Font la même chose, l'Europe ? L'Europe, c'est un petit peu plus subtil. L'Europe a une conception plus limitée de l'extraterritorialité de son droit, mais il faut quand même rappeler que même si les filiales étrangères non européennes de groupes dont le siège est au sein de l'Union européenne n'ont pas de fait appliqué les sanctions, pour autant, dès lors qu'il y a des dirigeants, des membres de COMEX qui participent à des décisions au sein de ces filiales et que ces personnes-là sont européennes, le droit européen s'applique. Et de la même manière, il y a une interrogation sur des groupes qui consolideraient leurs résultats et leurs chiffres en dehors de filiales en dehors de l'Union européenne. Est-ce que cette consolidation vaut action au sein de l'Union européenne et application de manière extraterritoriale des sanctions ? Concrètement, je suis une filiale d'une boîte française ou allemande, je suis implanté en Inde. Est-ce que je dois suivre impérativement les sanctions proposées par Bruxelles et Washington ? Alors, deux réponses à cette question. Sur la partie européenne, tout dépend de savoir qui prend les décisions au sein de cette filiale indienne. Si les décisions sont prises, par exemple, par le directeur général ou par des membres du comité exécutif local et que ces personnes sont européennes, à ce moment-là, je dois suivre les sanctions européennes parce que je suis européen et que le droit s'applique au travers de mes actions, même en dehors du territoire européen. Pour ce qui est des sanctions américaines, on a à peu près la même chose, sachant que les Américains rajoutent à cela l'utilisation du dollar. Si par exemple les opérations sont faites au travers du dollar, à ce moment-là, elles sont soumises de fait au droit américain. Les biens et les technologies d'origine américaine également qui sont intégrés dans les produits fabriqués en Inde peuvent amener l'application du droit américain. Et dernier point, on a ces fameuses sanctions dites secondaires, donc qui s'appliquent vraiment de manière pleinement extraterritoriale, sans qu'il y ait le moindre nexus juridictionnel. Et dans ce cas-là, la question qui est posée à cette filiale française ou européenne qui est implantée en Inde, c'est je choisis entre l'accès futur au marché américain ou la poursuite de mes activités avec la Russie. Et souvent, la réponse est simple, je vais cesser mes activités avec la Russie pour ne pas me fermer l'accès au marché américain. Je risque pas un conflit de loi avec les lois de l'Inde ? Conflit de loi avec les lois de l'Inde. Alors, c'est peut-être encore plus vrai pour la Chine, si vous me permettez de changer de pays. Parce que la Chine a pris, notamment face à l'émergence de l'utilisation de cet outil que sont les sanctions économiques, a pris des contre-mesures. Elle a adopté notamment en 2020 et en 2021 deux lois qui interdisent aux entreprises occidentales d'imposer le droit occidental. Alors, elle l'a pris à l'encontre de sociétés chinoises, mais on pourrait imaginer que ça pourrait éventuellement aller au-delà et à l'encontre de pays alliés de la Chine. Et ce qui est assez intéressant dans votre question aussi, me semble-t-il, c'est qu'il existe, quoi qu'il en soit, des contre-mesures russes qui créent des conflits de loi terribles pour les entreprises qui se retrouvent prises entre le marteau et l'enclume et qui doivent choisir, sans aucun mauvais jeu de mots, qui doivent choisir entre se conformer à la réglementation qui s'applique, si elles sont notamment implantées en Russie, à eux, et choisir avec les règles qui s'appliquent à elles de manière extraterritoriale. Bon, ça marche ou pas, ces sanctions ? Je trouve que ça marche. Alors après, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, parce que l'objectif, il est politique, c'est de ramener Poutine à la table des négociations. Donc pour l'instant, ça ne marche pas.
D'un point de vue économique, ces sanctions sont efficaces, mais la question de l'efficacité des sanctions, elle s'inscrit dans une temporalité qui est très longue. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a un conflit militaire qui est un conflit qui est actif, dont on voit des développements tous les jours dans les différents médias internationaux. Et on a des sanctions qui prennent du temps. Elles prennent du temps à être mises en œuvre. Elles prévoient par ailleurs des clauses de sortie organisée, c'est-à-dire qu'il y a certaines sanctions qui ne s'appliquent pas immédiatement, qui prévoient 1, 2, 3 semaines, parfois plusieurs mois, pour permettre aux acteurs qui sont visés de s'adapter. Donc ça, c'est le premier point. Donc ces sanctions-là, par exemple les sanctions sur le charbon, n'entreront en vigueur qu'à compter de l'été. Les sanctions contre l'acier n'entreront en vigueur qu'à compter du mois de juin. Donc vous voyez que c'est aujourd'hui compliqué à la fin du mois d'avril de se poser la question de savoir si elles sont efficaces. Après, ce qui est aussi contre-intuitif, c'est que la Russie a pris toute une série de mesures qui sont des mesures, me semble-t-il, assez factices, qui permettent de lutter de manière temporaire, me semble-t-il, contre certains de ces effets, notamment vis-à-vis de la dévaluation du rouble. Donc on lit aujourd'hui que le rouble a retrouvé sa valeur d'avant le conflit, ou aux alentours de sa valeur d'avant le conflit. La raison pour laquelle cette situation se produit, c'est que la Russie a créé artificiellement des règles qui visent à faire circuler la devise rouble et donc à remonter artificiellement sa valeur. Et l'économie réelle russe commence tout juste à sentir les premiers effets des sanctions. Donc ce qui sera intéressant, c'est de se poser la question dans 6 mois, quand on aura des indicateurs plus précis, quand on verra à quel point la récession russe est forte, à quel point l'inflation a augmenté. On parle de chiffres quand même qui sont... L'inflation est déjà à 18, 19 sur certains produits alimentaires. Il y a des exemples de poursuites d'entreprises qui n'auraient pas joué ou qui auraient contourné les sanctions? Pas encore. La grande différence, d'une part, il n'y en a pas, parce qu'on est quand même dans une actualité qui est très récente juridiquement, et que l'action publique prend du temps, et surtout ça prend du temps de comprendre quels acteurs éventuellement contreviendraient. La grande différence, et c'est important je pense de le noter ici, c'est que les entreprises occidentales ont toutes pris la mesure de la gravité de la situation. Et ça, c'est une nouveauté aussi, et c'est en ça que ces sanctions sont inédites. Les sanctions sont inédites parce qu'elles sont vraiment corrélées à un acte de guerre. Et donc, les acteurs économiques sont plus dans une démarche conservatrice que agressive, dirons-nous, vis-à-vis des sanctions. Ils sont plus dans une étude au cas par cas de l'évolution de ces sanctions, comment est-ce que ça impacte leurs activités. Ils sont très demandeurs d'échanges avec les différentes autorités compétentes au sein de l'Union européenne, avec l'OFAC également aux États-Unis. Et donc ça, c'est assez nouveau aussi parce qu'on voit vraiment une prise de conscience généralisée des entreprises occidentales de la nécessité absolue de se conformer à ces sanctions. Et on dépasse là pour le coup le cadre purement juridique. Il y a aussi presque un aspect moral parce qu'elles sont liées à un conflit et que ce conflit est très proche de nous. Celle qui reste serait amorale alors? Parce qu'il y en a qui restent. Le groupe Muliez, une partie reste. Les entreprises qui restent en Russie, je trouve que c'est dangereux d'utiliser la morale parce que du coup, c'est-à-dire que à l'opposé, celle qui reste ne serait pas morale, quoi. Les entreprises qui restent en Russie sont des entreprises qui, très souvent, n'ont pas le choix que de rester en Russie. Et ça, il faut le souligner aussi, parce que c'est vrai que c'est assez simple de faire un procès d'intention à l'encontre de ces entreprises. Et c'est vrai que la tentation, avec notamment le tribunal de l'opinion publique, est assez forte. Mais en tant qu'avocat, moi, mon rôle est de regarder l'état du droit dans l'Union européenne, mais également en Russie. Et il faut savoir que la Russie a adopté une série de contre-mesures très fortes depuis le 28 février, quasiment dans les jours qui ont suivi les débuts des incursions militaires sur le territoire ukrainien de la part des forces armées russes. La Russie a bloqué, par exemple, elle a gelé l'ensemble des participations étrangères dans des sociétés russes pour empêcher que les étrangers sortent trop rapidement de Russie et qu'ils revendent à des ressortissants russes ou à des personnes morales russes leur participation. On a depuis quelques semaines aussi des craintes de nationalisation avec une loi qui est en discussion devant la Douma, qui permettrait à des administrateurs d'être nommés, des administrateurs russes d'être nommés pour prendre la suite d'entreprises qui quitteraient ou qui, c'est plus que quitter, qui par exemple prendraient des décisions de réduire la voilure, qui iraient à l'encontre. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une tension qui est très forte. Et dernier point sur ce thème, il y a encore des entreprises qui ont des cadres européens ou américains sur le territoire russe. Et ces cadres-là, la loi pénale russe s'est considérablement renforcée et ils risquent à titre personnel, éventuellement des peines de prison ou des peines financières très fortes. Donc les groupes internationaux, c'est très réducteur de dire il reste en Russie, c'est moral ou immoral. C'est pas le sujet. C'est concrètement comprendre l'environnement. L'environnement change tout le temps et les sanctions sont adoptées à marche forcée au niveau européen, au niveau américain, au niveau britannique. Et par ailleurs, la Russie prend des contre-mesures tout le temps. Donc on est vraiment dans cette logique de compréhension de l'environnement et d'adaptation à cet environnement-là. Alors, vous en avez parlé, vous avez évoqué l'OFAC, l'instrument aux États-Unis, département du commerce, qui vérifie la bonne application des sanctions. Et en Europe, on en a un instrument comme ça? Alors en Europe, il faut savoir que la spécificité des sanctions européennes, c'est que la matière pénale est une matière réservée aux États membres. C'est-à-dire que les sanctions sont adoptées à l'unanimité
par les 27, ce qui est déjà assez, il faut le souligner à nouveau, c'est sans précédent parce qu'on n'a jamais vu autant de sanctions économiques aussi complexes être adoptées aussi rapidement avec des pays qui ont des intérêts politiques très divergents. Et ensuite, la mise en œuvre opérationnelle, que ce soit au niveau des licences ou au niveau des poursuites pénales engagées, revient de la compétence des États membres. Il y a un effort dans une forme de fédéralisme européen pour essayer d'apporter des réponses uniformes, pour éviter que l'Allemagne dise A et que la France dise B par rapport à la même règle. Donc on a, par exemple, au sein de la Commission, on a le RELEX qui regroupe toutes les questions qui sont posées aux États membres par les différents acteurs économiques et qui ensuite font l'objet de foires aux questions, par exemple. Mais l'exercice de l'action pénale, pour reprendre votre question par rapport à l'OFAC, c'est vraiment de la compétence des États membres. En France, par exemple, c'est le procureur français qui, s'il l'estime nécessaire, peut engager des poursuites contre une entreprise qui contreviendrait aux sanctions européennes au titre de l'article 459 du Code des douanes. Une autre question qui porte là sur l'annonce de Moscou qui souhaiterait déposer des plaintes pour récupérer une partie de leur avoir à l'étranger, notamment des avoirs de la Banque centrale moscovite. On parle quand même de 300 milliards de dollars. Vers qui ils se tournent pour déposer plainte ? C'est une excellente question parce que ça met la Russie dans une situation de porte-à-faux vis-à-vis de l'OMC sur lequel ils ont, par exemple, une attitude relativement ambivalente. Si on réfléchit en termes de plainte devant des juridictions nationales, il faut savoir que tous les actes de sanctions économiques sont des actes de politique étrangère. Et donc, par essence, ce sont des actes sur lesquels les juges n'ont pas à se prononcer. Dès lors qu'ils sont validement adoptés, et en l'occurrence, on pense que le processus a été adopté de manière valide par les 27, vous pouvez très bien aller devant les tribunaux français, ça ne servira à rien. Devant la Cour de justice éventuellement de l'Union européenne, vous pourriez dire que vous avez été placé sous liste de gel des avoirs pour des mauvaises raisons. Mais si on regarde ce qui s'est passé historiquement, par exemple avec l'Iran, quand des Iraniens, que ce soit des banques ou des personnes physiques, sont allés devant la Cour pour contester leur placement sous liste de gel des avoirs, parfois ils ont rencontré un succès, parfois la Cour a considéré que les raisons qui avaient présidé à leur placement sur liste de gel des avoirs n'étaient pas les bonnes. Mais juste après, la Commission prend un nouvel acte et à ce moment-là, ils sont placés pour d'autres raisons. Et donc, c'est assez inefficace pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Olivier Dorgan, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir.